à vous partager comment est-ce qu'une approche centrée utilisateur peut prendre forme au sein d'une organisation produit pour améliorer l'expérience client délivrée. Peut-être avant de commencer, on est un peu intéressé par un peu mieux vous connaître aussi. Effectivement, alors on a une question pour vous. La réponse est très simple. Levez la main si c'est le cas. Qui se sent dans cette assemblée concerné par la qualité de l'expérience utilisateur? Ok, c'est parfait. Je pense qu'on a beaucoup de points en commun, on va bien s'entendre durant cette conférence. Mais qui concrètement est satisfait par les données disponibles sur ses clients et ses utilisateurs au sein de son organisation? Ben voilà, donc on est un peu au cœur de la problématique et du sujet aujourd'hui. Donc on espère que ce partage d'expérience va vous apporter quelques inspirations, réponses. On l'a voulu concret avec des exemples transparents, aussi sur des choses qu'on a réussies et puis parfois des tentatives un petit peu moins, où c'était un peu moins le cas. Quelques mots d'introduction sur Accor. Accor, c'est un leader mondial dans l'hospitalité, qui a un portefeuille aujourd'hui, un large écosystème de marques. C'est près de 45 marques hôtelières. Je pense que vous en connaissez un certain nombre, Ibis, Fairmont, Mama Shelter, pour ne citer qu'elles. On est présent dans 110 pays. Et aujourd'hui, Accor, c'est aussi plus qu'un groupe hôtelier, à travers l'ensemble de ses restaurants, de ses espaces bien-être, du divertissement, ses bars. Donc c'est vraiment une promesse de réalité et d'hospitalité augmentée et responsable qu'on délivre chaque jour dans les hôtels à l'ensemble de nos clients. Alors Accor, c'est aussi un groupe qui a un fort ancrage et une forte culture client et digitale et qui a accéléré sa transformation en créant, il y a maintenant près de 3 ans, un département, donc business, digital et tech. Alors, il y avait un double objectif à cette organisation. Donc, d'abord, construire une organisation produit agile à l'échelle. Ça y est, je les ai tous placés. Et remettre le client au cœur de cette organisation pour créer des expériences exceptionnelles. On a plus de 100 produits, on développe aujourd'hui plus de 100 produits digitaux à destination de ce qu'on appelle nos guests, donc vous, nous, l'ensemble des clients qui vont réserver sur nos canaux de distribution, donc le site all.com, l'application, les sites de marque, et qui vont séjourner, consommer des services dans nos hôtels. On va aussi s'adresser à nos hôteliers, donc ça c'est une activité souvent un peu moins connue du grand public, et donc on va proposer des solutions pour les accompagner dans leurs opérations, que ce soit au niveau de l'accueil, du paiement ou de la réservation. Alors, on est organisé aujourd'hui en coulisses autour de 5 verticales. Ça représente un peu plus de 2000 collaborateurs. Et donc, l'ensemble de ces verticales regroupe des fonctions à la fois produits, à la fois design, tech, mais aussi business. Et l'ensemble de ces fonctions sont supportées par des expertises transverses, dont l'équipe Voix du client que j'ai le plaisir d'animer. Alors, l'équipe Voix du client est aujourd'hui composée de 8 personnes. On s'adresse à la fois aux guests et aux hôtels. Donc, on couvre un large scope de produits au sein du département. Comme je l'évoquais, on n'est pas directement intégré dans les équipes. Et ça veut dire qu'on a aujourd'hui une organisation hybride qui va s'articuler autour de 3 principales missions. Alors, on a d'abord un centre d'expertise pour capturer, enrichir la connaissance utilisateur. Donc, on va le faire à travers 2 grandes activités. La user research, pour explorer les besoins, tester, co-construire nos solutions. Et à travers aussi le feedback management, pour piloter la satisfaction en continu et s'améliorer à l'usage de nos produits. Alors, on n'est pas que ça. On est aussi des facilitateurs, puisqu'on va accompagner les équipes pour être plus autonomes, pour monter en compétences à l'échelle, dans leur pratique et dans la mise en œuvre de leur discovery. Et on va être aussi des partenaires, puisqu'on va travailler en collaboration avec ces mêmes équipes pour informer au mieux leurs décisions avec la connaissance client générée. Alors cette casquette, cette multicasquette, ces multi-rôles, ce positionnement-là, il va être clé pour nous aider à adresser une problématique qui est au cœur de nos activités et sans doute des vôtres, qui est comment réellement
transformer la connaissance, donc de la définition de la stratégie à des orientations, on va dire, quotidiennes du produit, et réellement en tirer de la valeur pour le client. Alors le défi n'est pas simple, hein, vous vous en doutez, et on a affronté un certain nombre de difficultés. Et ces difficultés à relever, ça nous a permis de dessiner une feuille de route qu'on a décomposée en 3 grands axes de transformation qu'on va détailler juste après et qui fera l'objet de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors déjà, pour démarrer, donc on a compris, il y a près de 3 ans maintenant, l'équipe Voix du client, elle était un peu perçue entre un goulot d'étranglement et une boîte noire, quoi. Donc on était un peu positionné comme ça. On était loin du rôle de facilitateur que j'ai mentionné. Concrètement, on avait des rengaines, voilà, ça prend trop de temps de faire de la recherche, on ne comprend pas ce que vous faites, ça ralentit le process. Et en fait, à juste titre parfois, parce qu'on n'avait mécaniquement pas la capacité de traiter l'ensemble des demandes au rythme des équipes. Donc c'est pourquoi on a distingué un premier chantier autour de la structuration, donc se structurer et décentraliser nos activités. Donc vraiment définir comment on opère entre nous, avec nos parties prenantes, et bien définir les rôles de chacun sur le terrain pour éviter de créer des processus en cascade et de mobiliser les ressources expertes, qui sont donc moins nombreuses dans l'équipe, sur les bons sujets. Après, on a fait un deuxième constat, qui était que le client était finalement relativement absent, donc il était présent dans des restitutions, mais finalement pas vraiment d'interaction directe. Et c'était une frustration qui était aussi partagée sur le terrain par les équipes. Le problème, c'est que quand on parle de mettre l'utilisateur au centre, il faut le voir, il faut l'entendre pour créer de l'empathie. Il faut littéralement qu'il fasse partie de l'équipe. Donc un deuxième chantier, c'était de créer plus de proximité entre le client et nos équipes et de faire en sorte que clairement ce ne soit plus un événement de rencontrer le client. Et enfin, un dernier axe, un dernier constat qu'on a dressé, c'est que c'est autour de la donnée. Et donc, elle était finalement assez peu diffuse. Là encore, on l'a retrouvée dans des rapports, parfois même uniquement dans la tête des experts, donc les researchers, les analystes, qui ont conduit les études, mais elle n'était pas forcément accessible à l'ensemble des équipes. Par ailleurs, on n'avait pas forcément de retour une fois partagé sur l'usage de la donnée. Et puis enfin, on n'avait pas vraiment non plus de dispositif complet pour évaluer la qualité perçue sur nos produits. Donc ça fait l'objet d'un dernier chantier qui était de favoriser l'accessibilité et la mise en mouvement de cette donnée pour, in fine, réellement impacter l'expérience. Alors, évidemment, vous vous doutez, ces changements, on ne les a pas fait en un jour. Hein, et si on a pu être moteur avec l'équipe, ça a été résolument collectif. Et c'est à ce moment-là, et dans ce contexte, pour mener cette transformation, qu'Oriane nous a rejoints. Alors, Manon vous a présenté les 3 axes stratégiques. J'ai commencé par vous parler de notre schéma tactique. Donc, comment est-ce qu'on a structuré et décentralisé l'organisation des activités de voix du client. Donc, pour commencer, on s'est un peu posé la question de nos modes de fonctionnement. On a redéfini nos modes de fonctionnement par rapport aux multicasquettes. Qu'est-ce qui nous guidait? Comment est-ce qu'on voulait travailler en termes de multi-expertise, et puis avec nos parties prenantes, produits, design, business et tech. Donc, pour commencer, on a utilisé la méthode OKR, donc objectifs et résultats clés, pour s'aligner avec les thèmes et les objectifs stratégiques de la Digital Business et Tech Factory. Donc, c'est une manière de se mettre en mouvement et d'être contributeur à l'atteinte de ces objectifs stratégiques. Une façon de se les approprier, de définir des objectifs ambitieux à l'échelle de notre équipe, cohérents avec le positionnement, de suivre également la progression vers l'atteinte de ces objectifs. Donc ça a été le début. Qu'est-ce qui nous guide et comment on va pouvoir mesurer et suivre notre progression dans l'atteinte de ces objectifs, le tout aligné avec la stratégie du groupe. La deuxième, donc une fois qu'on a défini ça, on s'est interrogé sur la manière dont on planifiait notre activité. On a une approche de planification capacitaire.
Comme Manon vous le racontait, les délais entre la réception d'une demande et la livraison des résultats n'étaient pas toujours cohérents avec les cycles agiles. Ça prenait du temps, c'était aussi une réalité. On était hyper enthousiastes. En fait, c'était une équipe qui, dès qu'elle recevait une demande, avait envie d'apporter de la voix du client, disait oui à toutes les demandes. Et puis, bon, factuellement, on a tous un temps fini. Et donc, ça a créé ce principe de goulot d'étranglement. Donc, on s'est interrogé sur le capacitaire de l'équipe. On a mis en place cette planification mensuelle avec des objectifs, des priorités fixées mensuellement pour renforcer, garder ce focus et puis mieux les communiquer aussi à nos parties prenantes, leur faire comprendre ce sur quoi on travaillait dans le mois qui allait s'écouler. Le deuxième pendant à cette planification, ça a été la gestion des demandes entrantes. Donc, on est effectivement une équipe qui a mis en œuvre des chantiers de transformation interne. Donc, on a mis en place de l'Ops au sein de notre équipe. Et puis, on est une équipe, comme le disait Manon, qui produit, qui réalise des études. Et en fait, ces études, elles sont pour beaucoup sollicitées par les équipes, les product owners, les product managers, les product designers, parfois le business. Et donc, on a mis en place un principe de centralisation de ces demandes pour avoir une vue globale des demandes et puis un outil de suivi, de gestion de ces demandes. Alors, dans un esprit Kanban, avec un découpage qui a été fait sur les étapes du cycle de vie d'une étude, de manière à apporter cette vision globale au sein de notre équipe et puis aussi du coup auprès de nos parties prenantes. Et enfin, on a mis en place des rituels pour se synchroniser avec nos fameux parties prenantes, nos demandeurs, à la fois pour nous assurer qu'eux-mêmes étaient bien alignés sur les demandes qu'ils nous faisaient. Cas classique, on avait une demande de la part d'un product owner, c'est hyper urgent ce sujet, etc. Puis on se disait c'est un peu dommage, c'est un test utilisateur, il n'y a pas le product designer. Donc on allait contacter le product designer, ah là là, on a cette demande, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi je ne suis pas du tout au courant, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ces points, ça nous a permis de rassembler les équipes autour de leurs demandes, de s'assurer qu'en termes d'équipe produit, elles étaient alignées sur les objectifs, les délais, les décisions, donc quelles étaient les décisions à prendre sur la base de ces résultats. Et puis également, ça a été des instances qui nous ont permis de communiquer des points d'avancement sur nos chantiers plutôt OPS, donc de transformation interne à l'équipe. Donc, un cadre de pratique et puis la question de ces activités, notamment les activités de recherche utilisateur où très tôt, on a fait ce choix de démocratiser ce qu'on appelle la recherche évaluative. Donc, on a dispatché un peu différemment les activités. On a identifié tout ce qui était de l'ordre de l'évaluation des interfaces et des parcours, donc ces fameux tests utilisateurs qui se font sur des cycles plus courts, qui ont vocation à aider sur des choix de conception, à trouver la meilleure solution. Donc, en production de ces tests utilisateurs, vous avez des recommandations très faciles, très rapides à mettre en œuvre. Alors, facile, c'est entre guillemets, mais en tout cas rapidement applicable. Et donc, on a eu cette conviction que ces types de tests utilisateurs, ces types de recherche devaient être à la main des équipes. Donc, décentraliser ou, si on le voit différemment, relocaliser ces tests utilisateurs dans les différentes équipes produits et leur donner le maximum d'autonomie. Donc, ça a été un cheminement, on les a, et on va vous en parler, accompagnés vers cette autonomie, mais ça a été notre vision. Et enfin, dans une logique de vase communicant, ce n'était pas déléguer, démocratiser toute notre activité, mais renforcer, une opportunité de pouvoir se renforcer sur ce qu'on appelle la recherche évaluative. Donc la recherche évaluative, c'est globalement ce qui va nous permettre de mieux comprendre les problématiques des utilisateurs, explorer leurs besoins, et ça a vocation à venir alimenter une vision produit. Donc c'est un peu plus long terme, ça rentre dans les logiques de planification trimestrielle, et ça c'était important que ce soit des experts, des UX researchers qui soient à la manette de la réalisation de ces études. Donc évidemment en collaboration avec les parties prenantes, à nouveau business, produit et design. Donc, on a parlé comment on fonctionnait, comment on souhaitait fonctionner avec nos parties prenantes, comment est-ce qu'on avait revu les rôles et les responsabilités suivant les activités de recherche, et puis
je vous ai parlé du fait de devoir les accompagner. Il y a eu ce mouvement de transition, accompagner sur la montée en compétences, sur la prise d'autonomie. Et pour ça, ça a été une formidable opportunité de nous-mêmes capitaliser sur les bonnes pratiques de notre équipe, donc les bonnes pratiques des UX researchers, des UX analystes. Donc on a mis sur étagère des templates, notamment en s'axant dans un premier temps sur tout ce qui était cadrage, parce que l'impact in fine, c'est d'abord avoir une idée claire et alignée sur les objectifs de pourquoi on fait cette recherche, pourquoi on veut apprendre ça, quelles décisions on doit prendre. Donc un focus sur la partie cadrage et puis assez logiquement une aide sur la partie analyse et restitution de ces tests utilisateurs, donc dans une logique de montée en compétences. Toujours dans cette idée de donner le maximum de clés à la prise d'autonomie, on a mis en place ce qu'on appelle des playbooks. Donc là, c'est des guides méthodologiques sur les différentes méthodes qui ont été démocratisées, aussi bien des méthodes d'écoute client que de recherche utilisateur, donc des aides pour comprendre quel type de méthodo est adapté suivant les objectifs, des exemples également de guides et des tutos enregistrés. Et puis on a voulu aller un peu plus loin dans cette logique d'avoir un vocabulaire commun, d'avoir ce même langage lorsque l'on parle de l'utilisateur. On a voulu construire des personas. Donc en se disant, voilà, ce sera un référentiel commun sur étagère, utilisable, manipulable par nos parties prenantes à différents moments, notamment des ateliers. Alors là, ça a été un peu plus compliqué, plus voilà, c'est un échec, on peut le dire comme ça, pour plusieurs raisons. Alors d'une part, sur la communication de ces personas, en fait, c'est un asset qui est connu, c'est un outil connu, mais qui n'est pas si simple que ça à utiliser. C'est également un outil qui aide à l'empathie, mais qui, dans une formalisation un peu fiche synthétique, a un niveau d'information qui est trop superficiel et qui ne répondait pas aux attentes des équipes. Et enfin, au vu de la complexité et du nombre de produits chez Accor, c'était extrêmement compliqué d'avoir un jeu de personas facilement maintenable dans lequel chacun se retrouvait. Donc on a arrêté, on a abandonné cette initiative autour des personas pour aller sur d'autres logiques de structuration et de partage de la connaissance dont on vous parlera tout à l'heure. Donc, si on reprend un peu la métaphore avec le sport, quelque part, là, on a constitué l'équipe, on a constitué le staff, on a vu avec qui on allait bosser. On a mis en place des règles du jeu, on a outillé des super chaussures, un super maillot, mais bon, ça ne fait pas tout. Après, il faut aller sur le terrain, il faut s'entraîner. Et donc, c'est pour ça qu'on est aussi allé un peu plus loin. On a créé la proximité, cette fameuse proximité, mettre en face à face les product owners, product managers, product designers, la tech, le business, bref, un ensemble divers de parties prenantes face aux clients. Donc, pour ça, on a créé un programme clé en main de tests utilisateurs. Donc, le concept était relativement simple. On a été leur pitcher en leur disant, voilà, on a une petite idée. On va organiser des journées en présentiel de tests utilisateurs en parallélisant un certain nombre de tests. Donc, il y aura des petits stands. Vous allez les animer en binôme, le produit et le design, comme ça, vous allez collaborer ensemble et vous allez voir, c'est génial. En fait, vous parlez le même langage. Et puis, on va vous accompagner avant, donc avec 3 temps forts d'accompagnement sur un atelier pour les aider justement à cadrer et construire leur scénario de test. Donc là aussi, pour notre équipe, c'était super parce qu'en 2 heures, on avait donc nos 10 petits binômes. On leur donnait le déroulé de l'atelier, comment ils allaient pouvoir se saisir des templates. Et à la fin des 2 heures, on avait sanctuarisé ce temps-là, donc ils étaient là. Ils étaient un petit peu captifs, on va se le dire, mais on avait à la fin un cadrage qui tenait la route, qu'ils avaient fait de manière collective et donc une base hyper exploitable pour enchaîner sur la réalisation de ces tests. Donc, une aide au cadrage, un micro-learning sur la posture, comment est-ce qu'on anime un test utilisateur, une bonne façon de formuler des relances et puis être efficace dans la prise de notes. Et enfin, un test à blanc, parce qu'avant le jour J, c'est toujours bien de s'entraîner. Il y a toujours un petit Figma avec un bouton qui n'est pas bien, qui n'est pas forcément bien paramétré, donc c'est l'occasion. Bilan. Donc ce programme a été fait en 2023. Depuis, il y a 7 journées qui ont été réalisées depuis le lancement de ce programme-là. Alors évidemment, on a amélioré
l'organisation de ces différentes journées et notre accompagnement amont et aval. Entre 2024 et 2023, on a multiplié par 5 le nombre de tests utilisateurs réalisés. Alors certes, ce n'est pas qu'une question de quantité, on est très heureux de faire beaucoup de tests utilisateurs. Ce qui est important, c'est qu'on a 100% des équipes qui ont été impliquées dans ces journées-là. Donc depuis 2023, toute personne du périmètre B2C a eu l'opportunité de se rendre, alors soit d'animer, soit d'être observateur, invité temporaire de ces journées, mais en tout cas d'être face à face à un client. On a également organisé des ateliers de co-design avec des hôtels, donc là aussi, même logique, mais là plutôt plus restreint, donc un nombre voilà, de participants plus restreint, des hôtels pour dessiner avec eux des solutions en prenant en compte leur réalité opérationnelle, donc 3 journées qui ont été réalisées. Et puis, pour soutenir tous ces dispositifs, nous avons créé un panel utilisateur, donc maison. Donc aujourd'hui, on a plus de 800 guests, donc voilà, nos clients et 700 hôtels qui sont qualifiés. Donc en fait, on a des informations assez poussées sur leur profil de manière à améliorer la planification. Donc on peut être hyper réactif aujourd'hui et organiser en moins de 48 heures un test utilisateur en nous basant sur ce panel. Je regarde le temps. Je pourrais vous raconter des tonnes d'anecdotes dessus. On a des fidèles, mais vous le verrez par la suite. On a une petite vidéo à vous montrer, mais il y a autant d'appétence de la part des équipes pour ces temps forts. Ça donne du sens. Ça permet de mieux faire comprendre ce que parfois on peut restituer lorsqu'on fait des rapports, mais bon, ça reste du papier, des enregistrements vidéo. Là, il y a vraiment cette petite magie qui se crée dans le face-à-face. Alors, ce qu'on ne voit peut-être pas derrière mon dos, ce que je vous raconte est bien beau. Néanmoins, il y a une réalité opérationnelle qui est que l'organisation de telles journées, c'est extrêmement chronophage, c'est beaucoup d'efforts et surtout, ça ne répond pas à tous les types de besoins en termes de recherche. Alors, merci Ariane. Alors, créer des rendez-vous, évidemment, c'est très important. Voilà, passer à l'action. Mais créer des routines, ça l'est tout autant. Et donc de garantir qu'on a une relation, des interactions régulières, directes avec nos clients au quotidien opérationnel, dans le quotidien opérationnel des équipes. Alors déjà, ça passe par aller sur le terrain. Nous, on encourage beaucoup chez Accor, l'ensemble des collaborateurs, que ce soit des externes ou des internes, sont invités à aller faire à minima une journée d'immersion dans nos hôtels. Et ça, c'est extrêmement important. On essaye d'impliquer aussi beaucoup l'ensemble des équipes sur toute la phase de l'étude. Quand on mène des entretiens, les équipes, qu'elles soient produit design, mais aussi tech et business, sont invitées à participer en shadowing, en observateur, et ils peuvent entendre et écouter ce que racontent nos clients. Alors on peut aussi imaginer des formats qui ne demandent pas forcément d'organisation ou de logistique particulière, des formats asynchrones qui peuvent être tout aussi impactants. Typiquement, aujourd'hui, on intègre systématiquement dans les restitutions de nos études des extraits vidéo et on va aussi intégrer des liens vers des replays de sessions pour mieux comprendre les comportements constatés. Donc ça aussi, en règle générale, ça aide beaucoup à la prise de conscience des équipes. Enfin, c'est un peu plus récent, on a 100% donné la main aux équipes pour pouvoir recruter des clients dans le cadre de leur test utilisateur. Donc, on a externalisé ce processus avec un partenaire. Aujourd'hui, les équipes peuvent en très peu de temps, à l'échelle d'un sprint, pouvoir organiser leur session de test et obtenir des résultats. Et on arrive au troisième volet. Donc, faciliter l'accès aux clients, ça va de pair avec faciliter l'accès à la donnée. On en a parlé avec un objectif, c'est d'éviter d'accumuler la connaissance sur étagère et vraiment de comprendre là où il faut qu'on s'améliore pour que ça se transforme encore une fois en réalité pour nos clients. Alors, comprendre les attentes, ça passe aussi par faire de l'écoute au quotidien pour comprendre réellement ce que vivent les clients à l'usage des produits. Est-ce que c'est simple d'utilisation? Est-ce que du coup il y a des points de friction? Est-ce que j'ai retrouvé l'information que je cherchais? Et donc, dans un premier temps, pour mesurer ça, ça passe par mettre en place des indicateurs. Donc, ça peut être
un taux de satisfaction, un taux d'engagement, un taux d'effort, donc à définir en tant que métriques les plus pertinents selon le résultat à atteindre. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de le suivre dans le temps. Et donc là, ça va donner des grandes tendances à la hausse, à la baisse, une vision parcours, et puis ça va permettre de relever les principaux irritants rencontrés. Alors à mesure où le volume de données va progresser, il va être nécessaire de s'outiller et d'automatiser ce suivi. Donc, typiquement, chez Accor, on a mis en place des dashboards à destination des équipes sur les principaux produits guest et hôtels qu'on couvre. On en a aujourd'hui à peu près une quinzaine. Et puis, on s'appuie aussi sur des solutions d'analyse sémantique pour identifier des thèmes récurrents dans les remontées utilisateurs. Et puis, vous le savez aujourd'hui, sur ce domaine-là, le champ des possibles est extrêmement ouvert avec toutes les capacités offertes par l'IA. Une précision importante, je dirais que sur ces outils, c'est aussi important de les lancer que d'essayer de travailler leur adoption. On peut avoir des super dashboards et des super outils. Si personne s'y connecte et personne ne va jamais regarder la donnée à l'intérieur, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc vraiment aussi, ça va de pair avec un accompagnement, des trainings avec les équipes, même co-construire le contenu de ces outils avec elles pour s'assurer que ce soit utile. Et ça, c'est un élément important. Enfin, et non des moindres, c'est bien d'avoir la big picture, hein, évidemment, on le suit dans le temps, mais c'est aussi bien de pouvoir creuser, zoomer pour réellement comprendre les problèmes qui sont rencontrés. Voilà, j'ai 10% des utilisateurs qui n'arrivent pas à se connecter au compte. Ok, très bien, mais quel est le contexte? Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est un problème d'affichage? Est-ce que c'est un problème de compréhension? Donc, il faut vraiment descendre à ce niveau granulaire pour qu'on ait un usage efficace de la donnée. Et de façon très concrète, ça peut se traduire par mettre en place des campagnes ciblées, ou ça peut être post-MEP pour évaluer la pertinence d'un contenu. Ça peut être pour comprendre un indicateur, un taux de passage, par exemple, qui se dégrade. Ça peut passer aussi par croiser les données, donc notamment avec des données comportementales, avec l'ensemble des outils analytiques que vous pouvez avoir à votre disposition. Ça peut être aussi tout bête, mais lire les verbatims. C'est vrai qu'avec l'analyse sémantique, on peut avoir de la classification, mais ça ne va pas forcément nous donner le sens et ça va nous aider aussi à décortiquer réellement ce que le client a à nous dire. Ça peut être enfin aussi de recontacter le client quand c'est nécessaire, de reproduire, de tenter de reproduire l'expérience, réutiliser, on mentionnait tout à l'heure, des répétitions, et ça peut être même de lancer des enquêtes, des études qualitatives complémentaires si nécessaire. Alors, même si on a fait un gros effort là pour collecter et analyser sa donnée, désolé, mais on n'a fait encore qu'un bout du chemin, et il y a encore un peu de chemin à parcourir pour que cette donnée, elle prenne vraiment vie. Effectivement, alors là, on vous a raconté comment on avait optimisé notre capacité à faire, comment on avait augmenté notre capacité à générer de la connaissance sur les utilisateurs, une connaissance de plus en plus fine. On est bien content une fois qu'on a cette connaissance, l'enjeu étant qu'elle serve, qu'elle soit utilisée, qu'elle soit transformée en décision par le produit et le business. Donc cette connaissance, pour la mettre à disposition, on a créé une base de connaissances pour en faciliter donc l'accès. Cette source unique de vérité, alors unique c'est compliqué dans un groupe extrêmement grand et avec beaucoup d'interlocuteurs qui génèrent la connaissance sur les utilisateurs et les clients. Mais en tout cas, voilà, ça a été une première approche d'avoir cette base dans laquelle on est venu ranger toutes les restitutions, à la fois de l'équipe Voice of Customer, et également les restitutions de nos interlocuteurs désormais autonomes sur leurs tests utilisateurs, et d'autres équipes, comme des équipes autour de la relation client qui font souvent annuellement des grosses études qu'on trouvait pertinentes à mettre à disposition des équipes produits. Donc, elles se présentent d'ailleurs toujours aujourd'hui assez simplement. Une bibliothèque bien rangée avec un principe de tag pour aider à la recherche. C'était un début. On a senti de l'adhésion de la part de nos interlocuteurs. C'est génial. Enfin, c'est génial. Cette connaissance, en tout cas, a été plus facilement accessible. Ça nous a permis de mettre en place des réflexes de consultation. Donc là où on venait nous voir, dis donc, est-ce que vous ne savez pas si on a de la connaissance sur tel et tel sujet? Notre réponse, c'était, il y a la base de connaissances.
fais une petite recherche dedans, et puis si tu ne trouves rien, viens nous voir et on regardera quel dispositif on peut mettre en place. Donc, fort de ce premier succès, on s'est dit, on va aller un peu plus loin et on va structurer notre connaissance sur un principe qui s'appelle l'atomic research. Ce qui est surtout important à comprendre dans ces frameworks-là, c'est que ça nous permettait d'éclater la connaissance et de casser les silos entre les restitutions. Parce que là, aujourd'hui, je vous donne une situation, on a un product owner qui souhaite améliorer le parcours sur le paiement. Il va taper ou chercher avec le tag paiement dans la base de connaissances et puis il va se retrouver devant 6, 7 restitutions qu'il va devoir ouvrir. Dans ces restitutions, il y a des enseignements sur le paiement, mais pas que. Donc, ça peut être un peu pénible pour lui et chronophage. Donc voilà, on avait beaucoup d'espoir sur cette façon de réorganiser, d'éclater en atomes la connaissance pour faciliter le croisement. Bon, il se trouve qu'on s'est lancé, on a fait un POC. D'une part, ça a été extrêmement chronophage à mettre en place. Quelles anciennes restitutions on allait passer à la moulinette de ce framework-là pour la rendre accessible en atomique, comment on allait restituer les nouvelles études en cours, sachant que bon, la slide est toujours appréciée par le CODIR, donc simplement envoyer un lien vers un tableau sur Notion ou autre outil, c'est pas toujours évident. Et puis, une fois que c'était en place, donc vraiment une version très allégée, hein, mais alignée avec la cible qu'on avait, on s'est rendu compte que c'était extrêmement lourd à maintenir. C'est un produit, en fait, faire une base de connaissances sur les principes de l'atomique, c'est un produit, donc c'est un product manager, quelqu'un qui prend cette casquette-là, qui a un temps sanctuarisé, un mi-temps, voire un temps plein, et on n'avait pas cette volonté, donc on a arrêté ce projet-là, pour aujourd'hui explorer une piste qui est plus prometteuse. Donc on a toujours cette base type bibliothèque bien rangée et avec de l'IA pouvoir apporter des synthèses sur de l'extract de connaissances dans les différentes restitutions. Donc un petit chatbot auquel en tant que product owner, designer, je viendrai poser une question et qui viendrait me synthétiser en allant piocher dans la connaissance de ces différentes restitutions. À nouveau, c'est bien d'avoir une belle base de connaissances ou des beaux dashboards. Il faut aussi faire vivre cette connaissance. Il faut donner envie d'aller la consulter et donc la partager largement. Il y a un vrai effort de communication et de déploiement. Et pour ça, dans un premier temps, on a souhaité assister, encore une fois avec notre enthousiasme caractéristique, à beaucoup de points de synchronisation, à beaucoup de rituels produits agiles pour avoir un temps de parole, même 10 minutes, informer sur la nouvelle étude, donner le petit chiffre clé. Et on s'est rendu compte qu'en fait, bon, on est une belle équipe, mais on reste une petite équipe. On est transverse. Hein. La Digital Business et Tech Factory, c'est 2500 personnes. On peut vite passer nos journées en points de synchro, en réunion. Donc là, on a arrêté ça pour aller sur 2 modalités de diffusion. Des formats donc asynchrones, hein, plutôt type snacking, comme vous voyez ici, des petits posts qu'on va mettre sur des réseaux internes. Alors, si vous avez chez vous, mais type Viva Engage. Donc, c'est assez ludique sur les formats. On a pu faire un calendrier de l'Avent à Noël avec voilà, les 28, à peu près, enseignements clés de l'année. Et également diffusé sur des canaux de com plus opérationnels, donc type des conversations Teams ou Slack. Et puis, on a créé notre instance trimestrielle de partage des enseignements et des grands chiffres clés. Donc, une fois par trimestre, il y a une visio ouverte à toute personne de la Digital Business et Tech Factory où on vient résumer, synthétiser avec un angle d'accroche client les grands enseignements des dernières études et les grands indicateurs clés et leurs variations, évidemment. Alors, vous l'aurez compris, on n'est pas juste une équipe d'experts là pour produire la data. On a évidemment un rôle à jouer dans sa diffusion et on a un rôle à jouer dans son exploitation. Et c'est vrai que c'est là le rôle, la casquette, si vous vous rappelez, de partenaires qu'on a en travaillant en étroite collaboration avec les équipes internes pour faire en sorte que les retours utilisateurs, les résultats de la recherche s'intègrent aussi dans les processus de priorisation des équipes et dans les processus et les cycles de conception produits. Alors pour créer cette
cette connexion avec les équipes, on a mis en place 2 initiatives. La première autour de Task Force. Donc là, on va vraiment décortiquer les irritants et on va travailler sur des plans d'action pour y répondre. Ça peut être des actions extrêmement concrètes, extrêmement rapides. Voilà, on a repéré qu'il y a une information qui manque sur le prix, sur une page, le récapitulatif de la réservation. Et dans ce cas-là, l'évolution peut être adressée dès le sprint suivant. Et ça peut être aussi des évolutions un petit peu plus au long cours, par exemple sur la mise en avant des avantages du programme sur le couloir de réservation. Donc c'est les task force qu'on mène avec les équipes produits, donc product owner, product manager, et puis selon la problématique, on va y inviter du customer care, de l'analytics, du design. C'est aussi là pour croiser les fonctions et être plus pertinent dans les solutions qu'on va proposer. Un deuxième format qui sont des ateliers qu'on va plutôt mener post-restitution d'études. Et donc là, on va travailler sur transformer les enseignements de l'étude en opportunités produits, en challenge produits, pour in fine en dégager des priorités. Et ça peut se traduire par des formats extrêmement concrets sur des mappings, des matrices, des blueprints. Et ça permet de prendre vie et qu'ensuite les équipes design et produits s'emparent de la connaissance et qu'on ait vraiment cet effet qu'on opère vraiment cet effet de transformation. Ouais, je crois qu'on arrive au bout. Ouais, tout à fait. Alors, sur ces formats-là que je vous ai présentés, on peut évidemment les avoir sur toutes les formes, mais vous allez voir, c'est un peu commun à la présentation. L'idée, c'est vraiment, n'hésitez pas à tester vos formats, à itérer, et donc à vraiment ensuite capitaliser sur ce qui fonctionne au mieux. Pour résumer au global sur ce qu'on vous a partagé, d'abord, dans un premier temps, définir un cadre, des modes opératoires clairs. Ensuite, diffuser des bonnes pratiques auprès des équipes et créer de la proximité avec le client et les équipes et nos parties prenantes. Et puis enfin, diffuser de la donnée qui soit au plus éclairée et au plus exploitable possible. Et alors, on vous a donné quelques solutions, mais évidemment, on n'a pas de réponse universelle à ces sujets, mais on a pu dégager quelques facteurs clés. Alors, c'est beaucoup autour de l'état d'esprit. Là, c'est ce qu'on retient, nous, en tant qu'experts UX. Alors, dans la salle, vous êtes aussi bien ce qu'on appellerait, nous, des parties prenantes que des pairs. Donc, je vais essayer de vous donner à chaque fois la traduction pour chacun. Donc, nous, ce qu'on a retenu, c'est que c'était nécessaire, important d'interroger, mais aussi d'observer, parce qu'il y a souvent des écarts, nos parties prenantes, donc vraiment d'aller voir quelque part nos utilisateurs internes, de s'appliquer nos bonnes pratiques, et en continu. L'organisation se transforme. Là, ce qu'on vous a partagé, c'est un peu plus de 2 ans d'évolution, de transformation. Et voilà, les parties prenantes se transforment. Donc inversement, en tant que partie prenante, n'hésitez pas. Même, on vous encourage à donner du feedback à vos centres d'expertise pour les aider à s'améliorer et améliorer la synergie entre vous. Ensuite, commencer petit. Donc ça, c'est un classique. Souvent, on parle du petit, on dit que c'est important de faire des petits pas. Moi, je veux dire que c'est surtout important de commencer. C'est vrai que dans des grosses organisations où il y a beaucoup de personnes, où le contexte idéal n'arrivera jamais, il faut se lancer un moment. Ce qui est important, c'est surtout d'itérer et de manière incrémentale, de mettre en place des petits réflexes, de capitaliser dessus et de faire finalement grossir tout cet engouement, ces bonnes pratiques. Ensuite, communiquer, communiquer, communiquer. Vous ne communiquerez jamais trop. Vous pouvez avoir l'impression de vous épuiser, de devenir un automate dans vos messages clés, et puis vous rencontrez une personne qui n'a jamais entendu ce que vous lui racontez. Donc c'est hyper important d'optimiser, de multiplier vos canaux de communication. Valorisez vos promoteurs également, donc soyez promoteurs de vos centres d'expertise. Ça a été hyper important pour nous, on a pu s'appuyer sur eux. Ils ont pu aussi, en local dans leurs équipes, être des relais de notre changement. Et comme le disait Manon, on vous parle de ce qu'on a mis en place, mais ça a bien été un sport collectif, un sport d'équipe. Incarner le changement, donc un devoir d'exemplarité. Vous avez envie de donner envie, donnez envie. Vous êtes siloté dans vos pratiques, désilotez-vous. Voilà, c'est vraiment appliquez-vous ce que vous souhaitez voir émerger chez les autres.
Et enfin, d'embarquer tous les niveaux. Donc ça se passe aussi bien par le fait d'embarquer des équipes très opérationnelles. Donc vous l'avez vu, nous on a beaucoup été voir en direct les product owners, product designers pour les embarquer avec nous, mais c'est aussi hyper important d'avoir un sponsorship haut niveau, d'embarquer les leads et les codires. Dernière slide. Et pour demain, demain c'est déjà un peu aujourd'hui, et demain c'est la suite de l'histoire avec de grandes ambitions. La première, c'est d'informer les décisions et d'apporter de la dimension client sur l'ensemble de la chaîne de valeur à des niveaux opérationnels. On va continuer à le faire en accompagnant les équipes, mais aussi à des niveaux plus stratégiques, et puis d'embarquer l'ensemble des fonctions du produit au business. Et puis, pour faire ça, on a besoin d'avoir une vision client qui soit claire et donc de comprendre qui sont nos clients, quelles sont leurs motivations, leurs frustrations et d'inscrire ça sur une expérience globale qui peut même aller au-delà du digital. Voilà, donc c'est vraiment une expérience, c'est ce qu'on dit, un sport d'équipe, améliorer l'expérience utilisateur. C'est sport parce que c'est parfois pas toujours évident de comprendre ce que veut l'utilisateur, et puis c'est en perpétuel mouvement, et puis c'est de l'humain, donc ça implique aussi un état d'esprit, du change, des compétences, mais c'est intimement collectif parce que ça n'appartient pas qu'à une équipe, c'est pas uniquement de notre responsabilité, c'est vraiment le client, c'est vraiment l'affaire de tous. Et j'en profite pour les quelques secondes qui nous restent pour remercier l'ensemble des équipes chez Accor, donc l'équipe voix du client, évidemment, mais aussi les équipes design, produit, business avec lesquelles on collabore au quotidien et qui font un gros boulot chez nous. Et merci à Oriane de nous avoir accompagnés pendant près de 2 ans. La voix du client, c'est une équipe d'experts centrée utilisateur. Elle nous permet, cette équipe, de mettre au plus haut niveau la voix du client au sein de l'entreprise. C'est une journée clé en main et en présentiel. Les 8 clients et les équipes du département se rencontrent pour réaliser les tests utilisateurs. Ils répondent finalement à un double objectif. Le premier qui est favoriser la culture client. Un deuxième objectif qui est de favoriser l'autonomie des équipes. On a l'ensemble du département très mobilisé, que ce soit des profils produit, design, mais aussi tech et business. Et j'ai en charge de toute l'équipe produit de l'application All. En charge du programme de fidélité All. Je suis lead product designer sur la partie e-com et focus web. Je suis développeur Android pour Accor dans l'équipe Spec. Ça permet de confronter ce qu'on pense que le client comprend et ce que le client comprend réellement. Grâce à ça, ça va nous permettre d'aller vérifier, d'optimiser l'expérience et de leur montrer qu'on s'intéresse à eux pour de vrai. Pour se dire, cette personne que j'ai rencontrée qui va utiliser l'application va être impactée, et les développeurs qui assistent en chacune, il y a des équipes business et des équipes métiers qui viennent aussi, et donc ça permet aussi de travailler un peu en team building, que l'équipe digitale comprenne le contexte business pour vraiment apporter son expertise, et à l'inverse, côté business, pouvoir exposer nos besoins de manière super claire pour qu'ensuite les équipes tech puissent dépasser les limites de ce qui est possible de présenter aux clients. Et en vrai, j'inciterai tous mes chers collègues développeurs à expérimenter cette journée dans la mesure où en vrai c'est très gratifiant, ça donne envie d'exceller encore plus dans son travail. Ce sont nos fonctions principales sur la voie de l'utilisateur. Cela permet d'avoir limite un client assis au comité de direction pour pouvoir prendre certaines décisions. Je trouve ça formidable qu'on interroge des personnes comme moi qui sont en soi non plus une consommatrice une voyageuse experte, parce que très souvent quand on va dans des hôtels c'est grand, les personnes n'ont pas le temps de nous écouter, et puis même on ne sait pas s'il y aura une action derrière, alors que là on a l'impression vraiment d'être au cœur du sujet. C'est la 3e fois que je viens de faire un speed dating à Accor. Je suis un peu addicté et rodé avec toujours la conversation et les attentes et l'arrivée, à discuter un petit peu avec tout le monde un peu tout et faire progresser la marque, c'est quelque chose d'important, surtout une marque française. C'est intéressant de savoir qu'on n'a pas juste un commercial, quelqu'un qui récolte nos données, mais vraiment ceux qui designent et qui vont concevoir l'expérience utilisateur. Une journée, c'est une centaine de tests réalisés, 50 testeurs qui viennent à notre rencontre et environ une trentaine de membres de nos équipes qui sont impliqués. C'est soit du push, du pull, mais en tout cas, on est toujours en contact avec nos clients de quelque manière que ce soit pour récolter au mieux les feedbacks et les réintégrer dans les expériences que l'on conçoit et que l'on pense. Accor, powered by emotion.
Merci.